Et donc aujourd'hui, on s'intéresse de plus près au modèle économique d'éditeurs open source. Et moi, je vais commencer la première présentation avec un retour d'expérience sur le passage d'un modèle de service à un modèle éditeur pour développer un soft open source. Alors, cette conférence va notamment répondre ou apporter des éléments à toutes les personnes qui se posent ce type de questions. Quel modèle économique pour vivre ou au moins mieux gagner ma vie ou de l'argent avec ma solution open source? Il y a tout un tas de sociétés ou de structures qui ont développé des produits ou qui ont des produits open source, qui ne savent pas trop comment les exploiter ou qui réfléchissent à passer un logiciel en open source, mais avec la grande question, mais est-ce que je vais être capable de gagner de l'argent avec? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Autre cas classique, c'est le démarrage d'un projet ou la réalisation d'un projet dans lequel une personne, un groupe de personnes a commencé à développer un concept ou un logiciel pour un cas très particulier d'un client et qui finalement se dit, ben en fait c'est quand même intéressant, ça pourrait intéresser pas mal d'autres personnes, j'aimerais bien me consacrer en fait au développement de ce concept. Et donc là se pose également la question, mais comment je vais pouvoir y passer du temps, du coup gagner de l'argent pour me permettre de travailler sur ce logiciel. Alors moi, ce que je vais vous faire comme retour, c'est un scénario. En fait, il n'y a pas de réponse unique et exacte à quel modèle open source pour un éditeur, puisque ça va dépendre du domaine. Est-ce que c'est un domaine très concurrentiel? Quel type de logiciel? Est-ce que c'est pour de l'utilisateur final? Est-ce que c'est un logiciel plutôt technique, middleware? Quelle est la concurrence dans ce domaine? Donc, tout ça, ce sont des critères qu'il faudra prendre en compte. Mais moi, je vais vous parler d'un exemple, de mon exemple, donc, qui développe une solution de messagerie collaborative, donc une solution pour utilisateur final, avec une concurrence certaine, les grands américains. Et donc, je vais vous dire comment passer d'un mode projet à un produit industrialisé, fiabilisé. Et ensuite, quelques mots sur, une fois qu'on a un produit, c'est bien, mais comment arriver à aller jusqu'au marché. Dans tous les cas, je pense que dans ce retour, du coup, qui vient de l'expérience terrain, vous devrez retirer quelques bonnes pratiques qui devraient vous aider, si vous avez ce type de questions, à définir un business model d'éditeur open source. Alors, donc moi, je suis Pierre Baudraco, le fondateur et président de Bluemind, qui est un éditeur français, donc d'une solution de messagerie collaborative. En gros, un exchange, Microsoft Exchange en open source, en caricaturant ou synthétisant. Auparavant, j'avais créé une société de services en logiciel libre, open source, Aliacom, dès 1997. Et je suis également très impliqué dans l'écosystème open source, puisque je suis ici au titre de vice-président en charge de la thématique business du Hub Open Source de Systématique, avec qui on organise ce cycle d'ateliers. Je suis également coprésident du CNLL, qui est la fédération des professionnels du logiciel libre en France, qui regroupe notamment une douzaine d'associations régionales de professionnels. Je suis président de Solibre, qui est justement une de ces associations, celle de la région Occitanie. J'ai été 2 années président du programme du Paris Open Source Summit, donc une implication importante, et donc au contact de nombreux confrères, éditeurs ou des gens qui se posent ce type de questions. Le point clé, en fait, de cette histoire, c'est justement mon historique d'avoir créé une société de services, Aliacom, et ensuite d'avoir fondé un éditeur, et donc c'est tout ce changement de paradigme, de passer de service à l'éditeur pour développer un logiciel. Donc, ce logiciel, le premier que j'avais fait, que j'avais lancé, il s'appelle OBM. C'était d'abord un projet personnel. Moi, j'ai démarré, dès ma sortie d'école, la création d'Aliacom, la première société. J'avais 23 ans, je ne savais pas ce que c'était comme client, j'allais travailler en short, c'était vraiment le geek et tech parfaite caricature. Tout fougueux, quand on lance une activité, je vais gérer, il me faut un logiciel pour gérer la société, je vais en écrire un. Voilà. Et donc, on a démarré ce projet. OBM, ça veut dire Open Business Management, qui était au début un outil plutôt de gestion. Ensuite, la société Aliacom a bien grandi, jusqu'à arriver à une trentaine de personnes, et on s'est spécialisé dans différents domaines, notamment des domaines d'infrastructure où on faisait beaucoup de projets de messagerie. Donc à l'époque, on prenait un serveur IMAP, un serveur SMTP, on essayait de trouver un agenda, on mettait un one mail et on faisait une solution. Après, on a commencé à développer des briques fonctionnelles.
Et ce produit, donc, c'est enrichi, la partie CRM, messagerie, agenda, contact, projet, et puis en fait un peu tout, le café, une des déviances de ce modèle. Alors, un des résultats quand même de ce logiciel, ça a été un très beau succès français, puisque on a équipé tous les agents du ministère de l'Intérieur, c'est plus de 5000 personnes. On a équipé tout le ministère de la Culture, l'Assemblée nationale, le fameux projet où lorsque les députés sont passés en poste client Linux, en parallèle, on faisait nous la messagerie, et puis pas mal ou plusieurs autres clients privés ou publics. Donc le financement de ce projet, ou de cette société, de ce service, eh bien, c'était par des projets. Donc on faisait des projets de mise en œuvre de cette solution OBM, et également des projets de développement. En fait, un client avait un besoin, on essayait d'être en amont dans l'appel d'offres, de travailler avec lui, on lui disait, bon, tu veux ça, nous, le logiciel, il sait faire à peu près 70% de ce que tu veux, ce qu'on te propose, c'est on va développer les 30% restants, donc on va vous le vendre, et puis on va faire la mise en œuvre. Ce qui permettait d'avoir quelques budgets pour continuer à développer un petit peu le logiciel, donc à rajouter des fonctionnalités ou autres. On vendait aussi un petit peu de support et de formation, postes qui ne sont jamais suffisants pour faire un modèle complet. Mais voilà comment on a pu lancer cette solution sous forme via un modèle de service. Alors les résultats avec ce produit, avec cette solution, ils sont quand même notables, puisqu'il y a une année, notre meilleure année, avant que certains changements en société, on a pris environ 1 500 000 € de commandes, ce qui est pas mal, lorsque un projet en service, lorsque vous avez ceci. Après, attention, quand vous prenez la commande sur le projet, c'est que vous n'êtes pas sûr de facturer, que le chiffre d'affaires rentre l'année dans laquelle vous avez pris la commande, parce que c'est des projets très compliqués, très longs. Il y a des ministères, et quand est-ce qu'on va arriver à facturer et payer, ça c'est une autre question. Autre réussite, c'est d'être presque arrivé à sanctuariser une équipe, ce qui est compliqué lorsqu'on est en mode projet, puisque lorsqu'on est en mode projet, eh bien les équipes c'est par projet, lorsque vous n'avez plus de projet ou que ça change, les équipes bougent. Là, le fait d'avoir un certain volume a permis presque de sanctuariser en partie un bout d'équipe. Et puis j'avais lancé un club des grands utilisateurs du produit, lancé pas mal de conférences, de la communication, donc on essayait de s'approcher d'un vrai modèle produit via ce modèle de service. Alors pourquoi ne pas avoir continué? Au-delà de trajectoires société un petit peu divergentes, je vais maintenant vous dire quelles sont les limites en fait que j'ai vues et que j'ai vécues et constatées par rapport à ce modèle. La première, elle est très simple. Le financement, c'est par les projets. Donc, on fait des projets. La réalité, c'est que lorsqu'on fait un projet, on n'écrit pas notre logiciel. Oui, on va arriver à faire des petits bouts de correctifs, à améliorer une petite fonctionnalité, mais c'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on fait un projet, on travaille pour le client, avec les contraintes du client, les réunions du client, la mise en œuvre, toutes les spécificités, la reprise de données, les particularités. On n'écrit pas un logiciel. Une des deuxièmes limites que j'ai rencontrées, c'est tout le problème de la R&D dans une société de service. La R&D, c'est quelque chose de long terme, qui a besoin de sérénité, de temps. Le modèle de service, il est différent, il est basé sur du staffing. C'est quoi le taux d'activité? Il y a des ressources. Il y a des clients, il faut occuper au maximum les ressources. Donc on calcule le nombre de jours qu'on arrive à vendre par personne. C'est d'ailleurs l'indicateur, le taux d'activité ou le taux d'activité congé exclu. Et donc naturellement, ceci fait que c'est priorité aux activités facturées. Or, la R&D, c'est jamais une activité facturée. Des fois, on peut arriver à avoir des subventions, certains vivent beaucoup de ça, mais c'est pas un modèle pérenne. Et en tout cas, dans le service, génétiquement, on en revient à tu fais la R&D, mais tu sais, on a vendu un super projet là, tu vas faire le projet. Donc la R&D, elle passe après. Et donc, grande rotation des équipes, mais qui dit rotation dit aussi frustration, parce que les personnes impliqués et motivés dans le produit, ils sont frustrés d'aller faire des prestations à droite à gauche sur d'autres sujets. Autre limite, c'est la maîtrise du logiciel de la roadmap, puisque lorsque vous vendez des projets, et certains avec du développement, mais les clients, ils achètent un développement, donc ils se sentent également prioritaires, et puis ils pensent que vous avez un énorme engagement. Ça veut dire que les fonctionnalités que vous allez faire dans votre produit, c'est pas forcément celles que vous avez jugées prioritaires, c'est celles que les clients vont vous demander.
Ce qui fait que la trajectoire globale de votre produit, il ne va pas forcément là où vous souhaitez. Parce que si un gros client ou un ministère qui arrive, je veux ça, et en plus je veux ça de cette façon, ce qui est compliqué, eh bien, avec un gros chèque, oui, vous n'allez pas dire non, puisque c'est un petit peu le modèle. Donc il y a tout un jeu, il y a eu tout un jeu de dire, mais super la fonctionnalité, mais en fait on va pas la faire tout à fait comme ça, on va la faire plutôt comme ça elle est générique et je peux l'intégrer dans le produit générique. Donc il y a tout un aspect sur mesure, négociation, travail avec les clients pour arriver à ce que les développements qui sont faits puissent intégrer le produit générique. Donc dans ce cas, c'est très difficile de garder une cohérence et vision, puisqu'en fait c'est pas vous, in fine, qui indiquez les grandes priorités. Et autre sujet, quand vous avez un seul gros projet client, on s'en sort. Quand vous en avez deux, on s'en sort aussi. Mais quand vous commencez à en avoir 3, 4, 5, mais comment vous gérez les dates de sortie alors que vous avez un gros chantier en cours, un autre qui vient de démarrer, vous allez pas, on va pas faire une version à chaque fois qu'on finit un développement pour un client. Or, les clients, ils ont des contraintes de date de projet. Et donc, c'est tout un casse-tête de savoir comment je gère ma roadmap, comment je gère mes sorties, etc. Nous, quand il y a la gendarmerie nationale qui veut qu'on fasse ceci de telle façon, il le faut pour janvier, mais en même temps, notre ministère, il veut ça, mais lui, c'est avril. En fait, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Alors, on s'en sort en étant bien avec les clients, en discutant, avec un peu de compréhension, et de temps en temps en forçant certains passages, mais en tout cas, c'est pas un modèle scalable. Autre sujet de difficulté par rapport à quand vous souhaitez prendre du volume ou de monter en chiffres, c'est la partie commerce, puisque que fait un commercial? Un commercial, il est là pour faire un devis, pour écouter un client, arriver à évaluer ce que veut le client, faire un devis, puis suivre l'affaire jusqu'à la signer. Le problème, c'est que là-dedans, il y a évaluer. Lorsque votre sujet, c'est de dire le produit fait 70%, il manque 30%, il va falloir se faire cette différence, mais cette différence, le commercial, lui, il n'en sait rien. Il faut des specs fonctionnels très détaillés. Et puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire d'implémenter ça comme ça? Qu'est-ce que ça va bouger dans le produit? Quel autre impact ça va avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le commercial, en gros, il peut strictement rien faire à part attendre un chiffrage ou des infos de la R&D. Et le problème, c'est qu'il n'y a que la R&D en général qui est capable de chiffrer pour dire si on bouge ce modèle-là, ça a un impact ici, ça a un impact là. Il faut réécrire ce bout de code, il faut réécrire ce composant, etc. Donc en fait, ça coûte cher. Et donc les commerciaux, ils sont très frustrés parce qu'ils sont toujours en attente de la R&D, pour qui c'est une tâche en plus qui vient se rajouter et qui n'est pas la tâche favorite, de travailler sur des estimations souvent de fonctionnalités qu'ils jugent pas forcément pertinentes ou pas prioritaires, etc. Et donc c'est dur puisque les commerciaux, ils sont toujours en attente et ils sont pas autonomes. Une image globale de la problématique de ce modèle, elle est représentée par un iceberg. C'est qu'en gros, qu'est-ce que les clients sont prêts à vous acheter? Quand vous êtes en mode service, qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter? Ils sont prêts à acheter de nouvelles fonctionnalités. Ah, le produit fait déjà ça. Moi, je vais vous acheter ça, vous allez l'étendre pour qu'il fasse ça en plus. Et puis du support. Alors, j'ai pu rajouter un peu de formation, mise en œuvre ou autre. Mais les tâches réelles quand vous faites un produit, c'est pas que du développement de nouvelles fonctionnalités ou assurer un support. C'est, oui, des nouvelles fonctionnalités, mais également certaines dont les clients ne vous parlent pas. C'est également toute l'amélioration des fonctionnalités actuelles. C'est tout ce qui va être industrialisation, packaging, simplifié, tous les déploiements, les mises à jour, etc. C'est tout ce qui est dette technique. Plus votre logiciel prend de l'âge, de la maturité des lignes de code, mais plus vous engrangez une dette technique, c'est-à-dire du code qui a vieilli, qu'il va falloir réécrire pour adapter à des nouvelles normes, pour adapter à de nouveaux composants ou autres. Et ça, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, votre logiciel devient mature, en fait, et qui prend de l'ampleur. Et vous avez de plus en plus de travail à faire là-dessus. Mais jamais un client va vous acheter « Ah, ben je vais vous combler cette dette technique ». Ça n'apporte rien au client. Donc, c'est transparent. C'est également toute l'évolution du socle et des composants. Vous avez peut-être fait un logiciel qui s'appuie sur Postgres 10. Ah ben maintenant, on a un Postgres 13. C'est quoi les différences? Telle librairie Java Vertix qui gère la couche réseau, en fait, elle a changé, il faut prendre la nouvelle. Mais la nouvelle, elle impose de recoder toute cette partie-là de tel composant, etc. Ben, tout ça, c'est du travail de fond qui prend de plus en plus de volume. Il y a tout ce qui va être adaptation au nouveau système. Super, il y a la nouvelle Red Hat, il y a la nouvelle Debian. Ah ben, le nouveau client, évidemment, il veut sur la nouvelle distrib. Ah oui, mais maintenant, le système de gestion du système s'appelle système D, c'est plus init. Donc, il faut tout réécrire. Votre processus d'installation, de gestion des différents composants,
via ce modèle-là. Il va falloir gérer la rétrocompatibilité, il va falloir gérer X versions, parce que quand vous êtes éditeur, vous ne pouvez pas imposer à tous vos clients, surtout quand vous êtes des gros clients, de changer de version chaque fois que vous en sortez une. C'est complètement illusoire. Et donc, supporter toutes ces versions-là. Et plus vous avez de clients, plus vous allez devoir automatiser tout ce qui est qualité, tout ce qui est test, parce que vous n'allez plus pouvoir tester à la main tous les scénarios. Lorsque vous gérez X distribution, que vous gérez X version, 45K avec des domaines fonctionnels de plus en plus riches, eh bien le côté test prend une ampleur démesurée. Il y a également tout ce qui est autour du logiciel, tout ce qui est API. Aujourd'hui, on dit même que les API sont plus importantes que le logiciel, toutes les interfaces. Donc il faut fournir des API, il faut fournir des outils d'administration, un kit pour piloter tout ça en mode commande, pour permettre d'automatiser tout un tas de choses. Faire tout un tas d'outils annexes, des outils de migration, des outils de reprise, faire des interfaces avec des partenaires technologiques. On va faire une interface avec Nextcloud, avec ceci, avec cela. Et tout ça, c'est du travail et qui, en fait, en réalité, prend de plus en plus d'importance et est très, très supérieur en termes de volume, de quantité à ces aspects-là. Sauf que personne ne vous achète ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste ça. Et je ne parle pas de la doc, quand vous êtes éditeur, vous avez un produit, la doc, c'est pas quelques pages faites à l'arrache dans les 3 jours qui restent du projet. Hein. Nous, on a je ne sais pas combien de documentation. Chaque doc, c'est des centaines de pages avec des captures à jour sur les versions, en plusieurs langues, etc. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'en fait le travail d'éditeur. Et enfin, dernière limite, un peu paradoxe de ce modèle-là, c'est le modèle lui-même, c'est-à-dire que, en fait, à la limite, si votre logiciel il est super simple, il est super abouti, il fait tout, il est intuitif, ben ouais, mais les gens ils vous achètent quoi du coup? Parce qu'ils n'ont plus besoin de vous. Et donc il y a un gros paradoxe, plus vous améliorez votre logiciel, plus vous y passez de temps, en fait, moins vous avez de rentrée d'argent. Et donc on voit des gens qui commencent à se dire, mais en fait, mes clients ne veulent plus prendre la maintenance parce que ça marche trop bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des bugs un peu, je vais faire en sorte qu'il y ait des soucis. Donc, il ne faut pas tomber dans des biais comme ça, tout ça parce qu'on ne veut pas assumer un modèle. Alors, ça, c'est le constat et les constats que moi j'ai tirés du terrain de X années de gros clients, de petits clients là-dessus. C'est différent, ça peut être différent selon les domaines. Moi, je parle du domaine messagerie collaborative, donc front-end, pas un logiciel pour des techs, mais pour l'end-user ou autre. Ça peut varier selon les domaines. Mais c'est quand même un cas classique. Hein. LibreOffice est en plein dans ce sujet-là en ce moment, avec des grosses réflexions. Donc voilà. Enfin, leçon tirée de ce modèle, là pareil, issu des retours d'expérience, c'est la première, pour moi, c'est le prétexte de l'open source. En fait, quand un client, pas un contributeur, pas un tech intéressé, vient et vous vante l'open source, ce qu'il faut comprendre 9 fois sur 10, c'est que je veux payer moins cher. C'est l'aspect logiciel en travaux. On est toujours en train de vendre le complément de notre logiciel qu'on va développer, qui va faire que. C'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils ont le produit fini. Ah, ça a l'air bien votre truc, je veux le tester demain, et si c'est bon, je veux le passer en prod dans 15 jours. Et ça, le côté logiciel en travaux, c'est plus adapté. Il y a beaucoup de clients, notamment dans le privé, qui vous disent, moi, je veux tester de suite. Moi, vos histoires dont on va le coécrire, etc., c'est pas mon sujet. Et en fait, ce que veulent la plupart des clients aujourd'hui, c'est que fait le produit, les fonctionnalités, est-ce qu'en gros, il fait l'affaire, le coût, et est-ce que ça va plaire à mes utilisateurs? C'est ça qu'il faut viser. Et dernier point, c'est que le modèle de faire un logiciel, un modèle service, c'est un modèle épuisant, parce qu'en fait, vous êtes toujours en recherche incessante du nouveau projet qui va vous permettre de... Super, vous avez gagné un super projet, super, j'ai 6 mois de boulot pour 3 personnes. Oui, mais après, vous repartez de zéro. Et ça, c'est très, très, très compliqué. En fait, c'est usant et on ne s'arrête jamais. Donc, issu de tout ceci, après une période de transition dans laquelle j'ai travaillé pour un éditeur d'ailleurs de logiciels propriétaires, ça m'a permis de voir l'intérieur d'éditeur. Quand j'ai décidé de lancer la messagerie Bluemind, j'ai décidé du produit, mais également en même temps du modèle. Mes critères, c'était quoi? C'était le métier. Je veux qu'on se concentre sur développer un logiciel. Je veux plus qu'on soit une société de service. Le métier, ça doit développer le logiciel et l'écosystème. On veut que le logiciel il soit open source. Pourquoi? Parce que moi, je crois à l'open source. On a une vision qui n'est pas du tout dogmatique de l'open source. On pense que la transparence de donner la recette, c'est bien. Par contre, on ne pense pas que ça doit être gratuit. On ne pense pas que c'est l'utilisateur qui a toujours raison. Mais on veut de l'open source. Et on veut un modèle à revenu récurrent parce que, avec tout ce que j'ai raconté sur le modèle de service, moi, j'ai passé beaucoup de temps. On a fait un des plus beaux succès français à ce modèle-là. Mais j'ai compris que ça ne permettait pas de faire un produit. Ça permet de démarrer un produit, ça c'est bien, mais ça ne permet pas ensuite de passer à l'échelle.
Autre principe et retour d'expérience appliqué, c'est le premier, c'est que le financement par le support, ça ne marche pas. Souvent on dit, mais le Chalib c'est facile, on ne peut pas le logiciel, on peut de la prestation du support. Très bien, ça c'est la théorie. Dans la pratique, pour interroger à peu près tous les entrepreneurs que je connais, ça ne marche pas. Fabien Potentier, qui est le créateur de Symfony, quand il fait une conf qui part du sujet, il vous dit le modèle économique en open source c'est compliqué, je ne peux pas vous dire quel modèle va marcher, par contre je peux vous dire quel modèle ne marchera pas. C'est celui au support. Il est allé jusqu'à faire des tweets. Voilà, où il disait, le tweet affiché ici. Ensuite, c'est pas l'utilisateur qui décide ce qu'il paye. Le modèle où l'utilisateur est roi, s'il veut qu'une partie, prend qu'une partie, il fait une partie, c'est lui qui paye, etc. Non. L'intérêt d'un éditeur, c'est de faire une offre cohérente, intéressante, mais l'offre, elle est définie. C'est pas chacun, quand vous allez acheter votre voiture, vous dites pas, mais moi je veux pas le volant, je veux pas ci, je veux prendre le rouge. Non, il y a une offre qui est complète. C'est pareil pour un éditeur. Autre leçon, c'est si un client a le choix, eh bien, il ne paiera pas. S'il a le choix d'avoir la même chose en payant ou sans payer, il ne paiera pas. Il y en a qui vous disent, non, mais en fait, le support, c'est pas obligatoire, mais en mettant la pression au client, en lui faisant comprendre que, puis je le connais bien, c'est bien pour leur contribution. Oui, il y a certains vont payer, certains vont accepter. Mais même chez ceux-là, dès que la personne change, ça va être fini. Et puis, dès qu'il va y avoir une restriction budgétaire, le premier truc qui va sauter, c'est ça. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas baser un modèle économique là-dessus. Et donc le modèle, il faut le baser sur les retours, sur les intérêts des clients, pas sur les intérêts des militants. Et que veut un client? Ben, un client, en fait, pour moi, la phrase clé, ce que j'ai compris, qui permettait aussi de résoudre l'équation, c'est qu'un client, il veut pas un code source, en fait, un client de solution end-user, typiquement. Il s'en fout combien de mes clients utilisent le code source de Bluemind. Un client, il veut une solution, il a une problématique, il veut avoir une fonction qui fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il veut par rapport à ça? Il veut un bon produit, un coût raisonnable et être tranquille, que ça plaise à ses utilisateurs, qu'il n'ait pas trop de problèmes techniques. C'est ça qu'il veut un client. Et le pari que j'avais fait, moi, quand j'ai défini le modèle, c'était de se dire, ben, nous, les demandes qu'on va avoir, c'est ce type-là. Et c'est exactement, environ 2 demandes sur 3 qu'on a. On ne nous dit pas, j'ai ça, combien ça pourrait coûter si je fais ça, si je fais ci, mais non, la demande, c'est bonjour, on est une organisation, on est 1000, comme votre produit a l'air intéressant, combien ça coûte? Et est-ce que je pourrais le mettre en œuvre au dernier trimestre? C'est ça, les inputs, les entrées qu'on a. Donc, par rapport à ça, j'ai défini un modèle. En me basant sur une clé, c'est que la messagerie, c'est un outil critique. Dans une société, lorsque la messagerie s'arrête, c'est le feu. Il n'y a plus rien qui marche. Les factures partent plus, les commandes, les documents, les rendez-vous, enfin, tout ce que vous voulez, tout passe par la messagerie. Et donc aujourd'hui, les gens, en fait, ils ne vous posent même plus la question de la gratuité. Si vous leur dites déjà un logiciel gratuit, à la limite, ils auront peur. Donc les gens sont prêts à payer. Et la clé, c'est qu'ils veulent que s'il y a un souci, il y ait forcément quelqu'un. Donc on a fait une offre dont le mot-clé, c'est de garantir l'utilisation sereine dans le temps. Donc c'est une offre qui comprend le logiciel, qui est simple, il n'y en a qu'une, qui est lisible, avec les mises à jour, mais les mises à jour outillées, c'est pas, tu as le droit des mises à jour, tu télécharges et tu te débrouilles. Il y a des outils, y compris la souscription, pour vous aider à faire la mise à jour, et c'est pas rien, une mise à jour messagerie. Il y a des modules complémentaires de connectivité monde propriétaire, typiquement la connectivité à Outlook, Active Directory au monde de Microsoft, et on est les seuls à causer Outlook en mode MAPI natif, c'est-à-dire qu'Outlook il parle à Bluemind, il pense qu'il parle à Exchange, on est les seuls au monde à être arrivés à faire ça, ce qui permet d'avoir votre Outlook standard sans modification, ce qui est très important dans ce marché, et puis on a intégré un premier niveau de support. Et un point clé, c'est la lisibilité, on a un tarif à l'utilisateur par an. Là aussi, des fois dans l'open source, on entend, mais non, moi je veux pas de tarif à l'utilisateur, je veux pas cette pratique. Oui, sauf que nous, dans la messagerie, tout le monde, tous les clients raisonnent comme ça. C'est la chose qui nous semble à peu près la plus équilibrée ou légitime. On va pas se tordre le cerveau des clients parce qu'on n'assumerait pas un modèle comme ça. C'est la meilleure métrique, d'ailleurs. Tout le monde nous aborde en disant, voilà, on étend combien ça coûte. Et donc, on a un modèle de souscription à l'utilisateur par an. Et qui est très lisible, et ça, le retour des clients, c'est « Ah ben c'est très bien, on sait combien ça coûte, c'est clair, et on sait combien ça va coûter. C'est-à-dire quand je fais mon budget, etc., je sais où je vais, j'ai pas la maintenance qui change parce que j'ai ajouté un petit truc, ou etc., etc. » Donc, 2-3 points au-delà de la partie modèle, c'est que le métier d'éditeur, c'est oui, c'est le modèle qui doit vous assurer
revenu récurrent, mais c'est pas qu'un modèle. Et lorsque vous voulez être éditeur, il y a tout un tas de paradigmes à changer si vous venez du service. Et j'ai repris un tweet d'Elon Musk tout récent, puisque c'est du 22 septembre, qui en gros disait la difficulté de passer à l'étape supérieure que le prototype, donc de commencer à monter en gamme dans la production par rapport à faire un prototype, c'est 1000% fois plus compliqué, c'est 10 fois ou 100 fois plus compliqué. En gros, la machine qui fait la machine, donc le métier d'éditeur, c'est énormément plus compliqué que de faire le produit lui-même. Et ça, il y en a beaucoup, alors le 10 ou 100, c'est pas forcément, il n'y a pas d'exactitude là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose de vrai. Passer à l'éditeur, ça veut dire tellement de choses au niveau de l'industrialisation, du focus sur tous les process, de la production du soft, le commerce, le marketing, tout, que c'est vraiment quelque chose de tout automatisé et de logiciel de très compliqué. Et tous ceux, et il y en a encore en France, qui pensent que on peut faire du soft uniquement en modèle de service parce que ils ont été échaudés par les éditeurs, donc ils veulent plus des éditeurs, ils disent mais moi je veux bien acheter mais que de la presta, je prends quelques composants, un peu de presta et je fais mon produit. Ben ça, je dirais, c'est la préhistoire de l'open source. Aujourd'hui, sur les sujets en tout cas front-end, ça ne marche pas. Dans notre domaine, ça ne marche pas. Et la preuve, toutes les solutions qui ne faisaient pas ça, elles ont toutes quasi disparu dans le domaine de la messagerie. Et donc, il y a plein de points clés. C'est par exemple la lisibilité. Quand vous êtes éditeur, vous visez à une scalabilité d'avoir 10, 100, 1000 clients. Vous visez à franchir des steps. Et l'intérêt d'un éditeur, c'est de passer de 100 à 1000 clients. Vous n'avez pas besoin de 10 fois plus de personnes. Tout est dans l'industrialisation. Mais pour ça, ça veut dire aussi qu'on ne connaît plus tous ces clients. On n'est plus à faire du sur-mesure avec chaque client. Vous avez des partenaires qui traitent les clients pour vous. Et donc, un point clé, qui a été souvent de ces discussions de l'open source, moi que je recommande très fortement, c'est que le nom de votre société doit être égal au nom de votre produit. Nous, BlueMind Société, le produit s'appelle BlueMind. Je vous cite un exemple. Vous connaissez sans doute la société Centréon, qui fait un outil de supervision open source. Mais il n'y a pas très longtemps, Centréon s'appelait Meritis, parce que c'était en gros les noms, Romain Lemerlu et Julien Matisse, les deux fondateurs. Sauf que Meritis est éditeur de Centréon. C'est compliqué, vous diluez toute votre com. Et donc, ils se sont appelés Centréon. Pareil, Xivo, ce Code qui fait la voix sur IP Xivo, ils viennent maintenant de communiquer plus que sur Xivo. Il y a MySQL, il y a Oracle, connu pour ça, etc. Donc, si vous avez qu'un produit ou qu'une gamme de produits, le conseil, c'est il ne faut pas réfléchir, ça doit être un réflexe. Et ensuite, ça veut dire tout simplifier et outiller, que ce soit l'outil, le logiciel d'installation, le déploiement, les mises à jour, la migration, les API. Ce qu'il faut réaliser quand on est éditeur, c'est que c'est plus vous, c'est plus le R&D, c'est plus vos experts à vous qui vont faire toutes les mises en œuvre. C'est des gens qui peut-être n'auront fait qu'une formation de 4 jours. Peut-être qu'ils ne seront pas vraiment des experts, certains qui ne seront pas très compétents. Et ces gens-là doivent y arriver pour justement faire en sorte que vous arrivez à démultiplier. Et typiquement, le clic ou l'étape de gagner, par exemple, dans un processeur d'installation, ça vaut de l'or. Nous, l'installation, on a peut-être passé 30 jours pour gagner un clic. Passer de 4 à 3 clics. Mais ça vaut le coup parce qu'on avait des clients, des gens qui n'y arrivaient pas, ils se trompaient. Et des choses que vous imaginez même pas quand vous êtes, vous, éditeur, vous déployez le logiciel. Taper un nom de repository à un endroit, c'était trop compliqué. Voilà, des choses comme ça. Et en fait, il faut juste le prendre en compte, il ne faut pas le débattre. Voilà, la vie, elle est comme ça. Et donc, évidemment, toute la production du soft et l'intégration, etc. Le commerce, et là je termine et je le fais vite, l'enjeu d'avoir une offre claire, des métriques claires, c'est que les commerciaux, ils peuvent travailler, ils sont autonomes. Nous, les commerciaux, c'est pas des techniciens. Ils arrivent, ils sont faire des devis tout seuls. Évidemment, si y a un sujet compliqué d'avant-vente, ils sont accompagnés, évidemment. Mais ils n'ont pas besoin, ils sont autonomes pour gérer 80% de leurs clients. Ça veut dire aussi qu'en éditeur, il faut tout outiller, CRM de viseur. Nous, les souscriptions, elles sont intégrées dans le CRM, elles sont gérées automatiquement. Nos partenaires, on a fait un espace partenaire où ils peuvent faire leur devis en ligne, avoir les tarifs, ils ont la mallette de tous les documents, ils ont toutes les docs, de formation, tous les outils. Et ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc nous, on est une petite structure, on est 25, mais on a un responsable qualité, on a un responsable partenaire, on a un directeur commercial, on a des équipes. Tout ça, ça s'industrialise, parce que sinon, l'objectif d'arriver à une scalabilité, vous ne l'atteindrez pas. Si chaque process, il n'est pas défini, si vous devez refaire chaque fois, il est où le document, je repars d'une vieille propale, je refais... Non, ça ne marchera pas. Et enfin, le marketing, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais comme souvent dans l'open source, on est des gens issus de la technique, ben souvent on pense que quand on a fait un super truc, c'est autosuffisant. Ben non, c'est pas vrai du tout. En fait, arriver à le faire savoir, c'est autant, au moins aussi important. Parce que sinon, les gens, ils sont pas tous allés regarder tout ce qui se fait partout. Ça se sait pas. Donc, le marketing, c'est très important
de communiquer, de faire savoir, de participer à des événements, à l'écosystème, des webinaires, etc., etc. Donc, en synthèse de tout ce que je vous ai dit, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de solution miracle pour définir un modèle économique. Pour moi, la clé, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'un client, il ne veut pas un code source, il veut une solution. Et toute la valeur à trouver, de permettre d'avoir un logiciel qui est open source, mais d'arriver à vendre quelque chose en mode éditeur, donc avoir un revenu récurrent ou autre, c'est de trouver quelle est la clé qui est la valeur de votre solution. Par exemple, il y a une société qui fait des logiciels de paye, qui m'avait consulté, des amis pour voir. Je leur ai dit, mais très bien, mais toi, la valeur, c'est pas forcément dans le moteur, il y en a plein, mais peut-être dans le fait que, vu que la paye, c'est compliqué, que la réglementation change tout le temps, tu fournis avec ton moteur toutes les règles de paye et que c'est à jour, et tu garantis une mise à jour. Donc, tu fournis un package complet. Donc, selon le domaine et la concurrence, il faut réfléchir à quelle peut être la clé dans votre domaine. Et puis, je l'ai dit, et redit, le modèle éditeur, c'est de la spécialisation. Tout le reste, c'est de la déviation de votre stratégie. Voilà. Il faut être ciblé sur votre produit, sur industrialiser les process. Oui, on ne fait pas des tonnes d'argent de suite. On n'a pas le grand projet de suite qui nous fait exploser. Par contre, éditeur, c'est bâtir petit à petit pour que tout ce qu'on a fait une année, quand on démarre l'année d'après, ben, c'est déjà acquis. Et donc, au fur et à mesure, les résultats mettent un peu plus de temps, le chiffre d'affaires met un peu plus de temps, mais par contre, il est récurrent, par contre, il vient, par contre, il y a de la fidélisation. Et enfin, notamment, puisque je parlais de modèle quand on vient du service, ben, tout l'enjeu, c'est de garder le cap. Ne pas céder au projet. Quand on est câblé service, on est câblé. Le mouton 5 pattes, c'est le dernier client qui vous promet la lune. Ah, mais super, je vais essayer. Non. Si vous avez une stratégie, on résiste. On sait où on veut aller. Évidemment, on n'est pas aveugle non plus. On va écouter si c'est un truc super intéressant. Mais il faut éviter des trucs potentiellement super intéressants qui en réalité ne le sont rarement. Des choses qui vous font trop dévier de là où vous voulez aller. Parce qu'après, on n'y retourne jamais. Votre temps, en général, il est précieux. Pendant qu'on fait autre chose, vous n'êtes pas dans votre valeur ajoutée. Donc voilà, je ne sais pas en termes de timing du coup, si c'est bon, mais en tout cas j'ai fini pour cette présentation. Il y a un petit temps de questions. J'ai une question à distance. Un éditeur qui n'a pas compris à quoi sert d'ouvrir le code de Provide. Y a-t-il des contributeurs, des installations libres? Alors, donc je ne sais pas si tout le monde a entendu la question, oui tu l'as dit à distance. Alors des installations libres, elles le sont toutes, puisque le logiciel est open source. À quoi ça sert? Oui, on a des contributeurs, oui, on a pas mal de gens qui regardent et qui contribuent. Pas beaucoup sur le cœur, mais ça c'est vrai en fait de tous les logiciels, c'est pas lié à, et notamment les logiciels éditeurs, open source. On a beaucoup de gens qui participent aux traductions, qui font des modules complémentaires, qui font des interfaces. On a des gens, des partenaires, par exemple, je peux en citer deux, Vortex et FactorFX, qui ont développé des solutions autour de Blueman qui vont intégrer en plus de la visio tout un tas d'autres choses. Donc nous, on croit ce modèle, on croit la transparence. Par contre, transparence, ça ne veut pas dire gratuité. Tout le travail qu'on fait d'arriver à industrialiser une solution, ça a un coût. Et les clients sont très contents de ce résultat-là. Oui. Sur le coût, le coût commercial, le coût marketing, est-ce que tu as une idée à la base par rapport à la... Alors la question pour les gens en ligne, c'est quel est le poids du coût commercial et marketing chez nous. On a en gros 5 personnes dédiées commerce et marketing, ou 6 même. Plus on doit dépenser à peu près un petit peu moins de 10% en opérations, en événements, etc. Donc si on prend 5-6 personnes sur un effectif de 25, ça va à peu près à un cinquième du coût, plus 10%, on va être à 20-30, à peut-être 30-35% du coût. Qui, je pense, est inférieur en termes de ratio par rapport aux grands éditeurs. On fait les ventes? Marketing pur ou... Non, marketing et commerce. Marketing, on fait beaucoup. On a une personne, Leslie d'ailleurs, que je cite, qui est très très dynamique et active. On fait beaucoup, on est assez visible. Moi, je participe également beaucoup. Mais en termes de commerce, on a un directeur commercial, on a 3 commerciaux, on a un responsable des partenaires, on a du monde. Oui. Par rapport à la question tout à l'heure,
Est-ce qu'il y a des installations libres? Est-ce que vous avez un ratio de combien de clients utilisent la version libre sans être passé par le processus commercial? Alors, je le répète, donc c'est la question qui est redite. Est-ce qu'il y a des installations libres et combien? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une installation libre. Est-ce qu'une installation libre, vous considérez que c'est une installation dans laquelle on n'intervient pas ou des gens qui n'ont pas pris la souscription? Alors, c'est pas du libre, hein, parce que le produit est open source, ça veut dire autonome, vous voulez tout faire tout seul. Oui, il y en a, et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On équipe Bluemind, on équipe Wikimedia, on équipe Framasoft, on équipe ATD Carmonde, on équipe l'association AIDS contre le sida, on équipe tout un tas Ubuntu FR Secours, enfin bon, tout un tas d'associations et de sociétés libres. On a un principe, hein, enfin, vous pouvez tout faire tout seul si vous voulez. Vous allez là, vous téléchargez, l'installation c'est 3 clics. Donc nous, l'enjeu il n'est pas là. C'est pas ça la clé. Et d'ailleurs, les associations ou les gens qui militent ou qui sont dans l'open source, les associations, on leur donne même la souscription. La souscription, elle c'est pas libre, hein, c'est quelque chose qu'on vend. Mais on le donne aux associations pour leur simplifier la vie. Un ratio à peu près de a priori, de savoir. Non, on n'a pas de ratio parce qu'en fait, on ne contrôle pas les installations qui sont faites sans nous. Et alors, dans ce procès, justement, sans être passé par les commerciaux ni la souscription, est-ce que vous voyez un peu de conversion, c'est-à-dire les clients qui ont commencé en mode seul, qui passent à la souscription, ou qui font savoir à d'autres que ce qu'ils utilisent en petite version, petite entreprise, et une autre plus grosse, quelles sont les retombées commerciales de gens qui auraient démarré avec l'avantage d'une, c'est-à-dire de pouvoir tester, essayer, faire un prototype, et puis alors, c'est pas la même chose. Alors, la question, c'est quel est le ratio entre les gens qui ont fait tout seul et qui, après, on arrive à convertir en payant. Alors, tester, et même... Oui, oui. Donc, la question, c'est quel est le ratio de gens qui auraient démarré tout seuls et ensuite seraient revenus vers nous pour faire la souscription, soit après avoir testé, soit après avoir fait une première utilisation, même en production de façon autonome. Alors, le ratio, on ne le connaît pas parce que comme je dis, on ne sait pas le nombre d'installations, ça, on ne connaît pas. Par contre, on sait que aujourd'hui, je ne dirais pas dans les clients sérieux, c'est pas une question de sérieux, mais aujourd'hui, une messagerie, c'est toujours critique. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, qui démarrent tout seul. Dans les sociétés, ça n'existe pas. Dans les collectivités, ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'il y a un sujet qui est responsable, qui fait. Donc, il y en a, on a beaucoup d'écoles, d'ailleurs, qui nous disent, même, on a fait un cours, on utilise votre solution, super, mais est-ce qu'on pourra avoir une souscription parce qu'on voudrait connecter à Outlook Active Directory pour tester, pour faire des trucs. Ça, on donne toujours. En fait, on n'a pas d'enjeu là-dessus. Mais c'est vrai que pour nous, c'est le levier pour que les sociétés en fait prennent la souscription et pas à nous devoir essayer de mendier, mais si vous savez, ça serait bien. Non, ça marche pas. Donc l'offre, elle est claire, les clients l'apprécient, et d'ailleurs ils trouvent ça beaucoup plus professionnel que un discours un peu mielleux, mais non, c'est libre, mais après par derrière, si, il faut payer, si, il faut payer. Non, c'est clair, et dans notre domaine, en fait, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Si on leur dit pas ça, d'ailleurs, ils ont peur. Et toutes les solutions, aujourd'hui, évidemment, Microsoft, Google, mais même en open source. L'autre open source qui reste, c'est Zimbra, américain, bon, avec ses sujets à lui. Le fait de faire à la main sa solution de messagerie aujourd'hui, ça existe de moins en moins, parce que c'est un domaine qui est de plus en plus compliqué, qui évolue très vite, avec la mobilité, avec le fonctionnel. On parle beaucoup d'usage, et c'est un domaine qui en réalité est très, très, très compliqué. Les grands clients, les grands opérateurs par exemple, tellement colossaux qui ont forcément besoin d'utilisation. Alors la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des grands clients ou administrations qui ont des besoins tellement particuliers ou tellement colossaux qu'ils auraient besoin d'adaptations spécifiques? Alors, l'aspect ouverture, il y a oui, d'une part, le côté c'est un logiciel open source, mais je dirais qu'au-delà de ça, et même presque primordialement, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, Bluemind, tout fonctionne par API, c'est-à-dire que tout ce que c'est faire en Bluemind, c'est accessible en API. Donc, si vous voulez l'interfacer votre Bluemind ou le piloter depuis notre console d'administration, si c'est un hébergeur, le plugger à sa console, faire des traitements automatisés, rajouter du fonctionnel spécifique, etc., c'est possible, sans modifier le code du produit, en faisant des plugins. En plus, le Bluemind est extensible, donc on a plein de points d'extension qui vont vous permettre de rajouter des comportements
des tests, des validations intermédiaires. Et là, on est en train de développer un nouveau webmail qui sort bientôt d'ailleurs, d'ici un mois, en version bêta, dont l'interface va être extensible également. Même si l'enjeu d'extendre webmail, en réalité, n'est pas si énorme que ça, parce que qui te demande à modifier son Outlook, par exemple. Donc aujourd'hui, on s'en sort avec l'ouverture par API et point d'extension. Et puis oui, quand on a un très grand client qui veut quelque chose, on va travailler avec lui en amont pour voir comment on peut intégrer intelligemment dans le produit. Et là, par contre, où c'est différent par rapport au service, c'est que là, on ne se laisse pas imposer. C'est nous qui disons comment on va le faire. Et si le client n'est pas content, peu importe la taille qu'il a, ben on va dire non. On va dire non, on ne le fera pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est éditeur. L'aspect éditeur, ça apprend aussi à dire non au client, à dire l'offre, c'est celle-là, c'est pas toi qui l'as définie, c'est nous. Évidemment, on a fait tout en sorte pour que on puisse répondre au plus grand nombre de cas. Oui. Donc la question, c'est est-ce que les partenariats qu'on a avec les intégrateurs, ça nous rapporte quelque chose commercialement? Alors oui, évidemment, parce que c'est tout l'enjeu justement du modèle éditeur. Hein. Autre problème du modèle service, c'est quand vous travaillez avec un partenaire, comment on se partage le gâteau vu que tout le monde fait du service? C'est un peu compliqué. Là non, là c'est clair, nous on a une souscription, mais quand on a un partenaire qui déploie un BlueMind, ben, il nous achète la souscription, comme ça il a tous les outils, et notamment l'outil qui aide aux mises à jour, qui est en fait clé, hein, c'est un peu notre point clé, parce qu'on sort des versions régulièrement, et le partenaire intégrateur, il apprécie ça parce que lui, il fait son boulot, qui est l'installation, l'accompagnement du client, la mise en œuvre, faire des petites spécificités, intégration de façon particulière dans le site du client, une reprise, etc. Et il peut s'appuyer sur l'éditeur. Dès qu'il y a un sujet, ben nous, on a des outils standards, génériques, et on a 10 fois plus d'outils que quand on essaie de faire quelque chose dans notre service. Tout est outillé. On est une messagerie. En général, une messagerie, on ne fait pas de zéro. Souvent, on reprend, on migre. Mais en général, c'est Exchange, Domino, Zimbra, etc. Aujourd'hui, nous, on a des outils, l'outil de reprise d'Exchange, il reprend tout. C'est incrémental, on le déploie facilement. Il vous sort, il a tous les modes qui va bien. On peut l'avoir en mode clip pour l'arrêter, le piloter. On a passé des centaines de jours dessus. Ça, en mode service, jamais ça aurait pu arriver. Pareil pour les outils de migration depuis Zimbra, pareil Domino, etc. Florence, là, tu as une petite heure, tu me dis si... Oui, alors est-ce qu'il y a encore une question dans la salle, sachant qu'après vous pourrez échanger librement autour d'une bière. On va peut-être une dernière question en ligne. Une fois que le partenaire a acheté la souscription pour un client, il peut l'utiliser pour plusieurs clients. Donc. Alors la question, est-ce que le partenaire qui a acheté la souscription pour un client peut l'utiliser pour plusieurs clients? En fait, en gros, on a deux types de souscriptions. On a une souscription pour un client, mais après, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un nombre d'utilisateurs. Donc après, s'il veut ça. Mais on a également une souscription pour les hosters, dans lequel on n'a pas un nombre défini, mais on a un relevé qui va nous dire tous les mois, ben, il y a 140, 180, 2000 comptes sur cette plateforme-là. D'une société qui prendrait les codes sources pour offrir une souscription à support. Le modèle le permet. Le modèle le permet. Après, ça veut dire qu'il y a une société qui est capable d'avoir le même investissement que nous, sans les architectes du produit, et d'offrir la souscription. D'offrir la souscription, ça veut dire qu'elle suit le développement du produit, qu'elle sait faire tous les outils qu'on fait et qu'on fournit dans le cadre de la souscription. Donc c'est possible, mais ça veut dire qu'en termes de coût, de volume et d'arriver surtout à être compétitif par rapport à nous, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est quand même un bon levier et un bon point enfin pas de vigilance, mais de repère. Si nous, on commençait à dévier, à faire n'importe quoi, à vouloir vendre trop cher, etc., ça arriverait. Moi, ce que je crois, c'est que dans ces modèles-là, tant que vous êtes cohérent, tant que votre offre est raisonnable, l'intérêt d'essayer de refaire la même chose pour vendre un petit peu moins cher, je pense qu'il est quasi nul, en fait. Le fait d'y arriver. Nous, on a 15 développeurs qui connaissent tous le produit sur le bout des doigts, les architectes, on sait où on va, etc. Bon, pour arriver à refaire une équipe comme ça, qui connaît tous les protocoles, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Je pense qu'en France, typiquement, il n'y aurait pas les ressources, les compétences. Mais en tout cas, c'est un bon levier qui doit nous permettre d'éviter de faire n'importe quoi et donc de nous garder dans un périmètre raisonnable. Moi, je pense que les forks qui existent dans l'open source, en tout cas Nextcloud, MySQL, etc., en fait, ils arrivent lorsque le projet initial commence à trop dévier. Voilà. Tant qu'il ne dévie pas,
l'intérêt et surtout l'énergie qu'il faudrait pour arriver à quelque chose, à mon avis, c'est pas du raisonnable. Ok, on me fait signe que le temps est terminé. Merci à tous. Et je vais donc